Moi, je vais vous parler de l'IPS, mais je vais vous parler plus précisément de répétabilité et de reproductibilité. Donc, pourquoi on a choisi de parler de ça aujourd'hui? C'est parce qu'en fait, le challenge de la l'IPS aujourd'hui, c'est quand même d'aller se positionner face à des techniques sur lesquelles on a beaucoup plus de recul, qui sont considérées comme des techniques de référence, comme l'ICT par exemple. Et donc, pour pouvoir aller se positionner face à ces techniques-là, il va falloir démontrer les performances de la technique LIPS. Et pour démontrer ces performances, il va falloir se positionner en termes de répétabilité et de reproductibilité en particulier. Donc, pendant cette présentation, je vais vous présenter à la fois d'abord le contexte et les objectifs. Ensuite, je vais redéfinir tous les termes répétabilité et reproductibilité. Et ensuite, je vais vous montrer ce qu'on arrive à faire chez IBA. Donc, comme l'a dit Eric tout à l'heure, les analyseurs LIPS d'IBA, ils sont destinés à plusieurs types d'applications qui vont du laboratoire à l'industriel en passant par des analyses in situ. Donc, ça veut dire qu'on va avoir affaire à plusieurs types d'analyses. Ça peut être des analyses plutôt ponctuelles, donc des échantillons très divers et qui vont être analysés à des jours différents, ou plutôt des analyses en routine. C'est-à-dire que le même type d'échantillon va être analysé systématiquement pour, par exemple, faire un contrôle d'esprit de test. Ce qui est sûr, c'est que le résultat d'analyse va mener à une prise de décision qui va pouvoir avoir un impact conséquent. Et pour ça, le besoin est commun de tous les clients, c'est d'avoir un instrument analytique donc, pour lequel il va avoir confiance et qui soit donc performant et fiable dans le temps. Donc le rôle du VA, ça va être d'assurer à son client qu'on a bien un matériel LIPS de qualité qui va pouvoir assurer ensuite la qualité des analyses derrière. Pour cela, on va introduire des notions de qualité, des critères qui vont être communs à toutes les techniques d'analyse physico-chimique. Où est-ce qu'on trouve ces critères? Dans les normes, comme les normes ISO par exemple, donc j'en ai mis en exemple, la norme ISO 15725, qui traite particulièrement de la répétabilité et de la reproductibilité. Et donc il y a aussi quelques guides, comme les guides de RACEN par exemple, qui traitent de tout ce qui est validation de méthode. Donc, ces critères, en fait, ce sont des critères de validation de méthode. Valider une méthode, ça veut dire quoi? Ça veut dire vérifier qu'elle remplit bien les exigences demandées. Donc, on se place ici dans le cas d'une méthode quantitative. Donc, j'ai listé les différents critères. Je vais vous en présenter quelques-uns. Donc, on se place dans le cas d'une méthode quantitative, ça veut dire qu'on a à disposition un certain nombre d'échantillons de talons. Ces échantillons ils vont être analysés et on va pouvoir tracer le signal LIPS en fonction de la concentration de l'élément. Ces échantillons vont pouvoir être analysés plusieurs fois, ce qui fait qu'on va pouvoir retrouver des barres d'erreur sur chaque point. Une fois qu'on a construit notre courbe d'étalonnage, on va pouvoir définir un modèle mathématique qui va décrire la corrélation entre le signal LIPS et la concentration de cet élément. Ce modèle, en général, il est plutôt linéaire, et donc il va falloir vérifier que la droite d'étalonnage est de bonne qualité, c'est-à-dire qu'on va regarder le coefficient de corrélation qui doit être proche de 1, on va faire d'autres analyses, comme l'analyse des résidus, c'est-à-dire l'analyse des écarts des points expérimentaux au modèle mathématique, et des tests d'adéquation pour vérifier que le modèle décrit bien parfaitement la corrélation entre le signal et la concentration de l'élément. Une fois qu'on a construit le modèle, on va pouvoir le caractériser en déterminant tout ce qui est limite de détection, limite de quantification ou intervalle de mesure, c'est-à-dire définir les bornes inférieures et supérieures entre lesquelles on va pouvoir faire l'analyse quantitative. Donc, une fois qu'on a construit notre courbe d'étalonnage, qu'on l'a caractérisée, on va pouvoir faire de la prédiction, c'est-à-dire on va prendre un échantillon inconnu, l'analyser en LIPS, et grâce au signal qu'on va avoir, on va pouvoir remonter à la concentration de l'échantillon inconnu,
Et ça, on va pouvoir, par la technique de l'évaluation inverse, et ça, on va pouvoir le faire plusieurs fois pour obtenir plusieurs valeurs de concentration prédites. Et c'est là que vont intervenir les paramètres de justesse et de fidélité, fidélité qui, elle, est liée à la répétabilité et la reproductibilité. Donc pourquoi on va s'intéresser à ces paramètres-là en particulier? Parce que c'est sûrement les plus difficiles à évaluer, les plus critiques et qui nécessitent un certain savoir-faire. Donc là, je vais repasser sur des définitions. Donc il y a certaines personnes sûrement qui connaissent très bien tout ça, mais je pense que c'est quand même important de redéfinir tous les paramètres. Donc lorsque je fais une mesure quantitative, je vais la faire plusieurs fois et je sais qu'elle va être soumise à des variations du système. Donc si je la fais plusieurs fois, je vais obtenir à chaque fois des valeurs différentes qui vont être centrées sur une moyenne. Et si je la répète un nombre suffisant de fois, je vais pouvoir décrire la distribution de mesure grâce à une gaussienne centrée sur une valeur moyenne. Donc à partir de là, je vais pouvoir définir les paramètres de justesse. Donc là, je vous ai mis la définition telle qu'elle est donnée dans le vocabulaire international de métrologie. En gros, la justesse, c'est ce qui définit l'écart entre la valeur mesurée et la valeur de référence. Cette valeur de référence, elle peut être soit une valeur de concentration quantifiée, soit une valeur de concentration qui a été déterminée par une méthode de référence. Comment on la quantifie, cette justesse? Grâce au calcul du biais relatif dont je donne la formule ici. Ce biais, il est dû à des écarts systématiques. Donc ça peut être une erreur sur l'origine de l'instrumentation, ça peut être une interférence qui est présente et qu'on n'a pas identifiée, ou enfin un effet de matrice. Ensuite, la fidélité. Donc la fidélité, c'est ce qui va décrire la dispersion de mes mesures. Donc, comment je la quantifie? Grâce au calcul de l'écart type, où en général on calcule le RSD, donc il y a l'écart type relatif qu'on appelle aussi coefficient de variation. Cet écart type, il permet de décrire en fait la distribution gaussienne, donc l'aplatissement de la gaussienne. C'est-à-dire que 68% de mes mesures vont être trouvées entre la moyenne plus ou moins l'écart type, 84% entre la moyenne plus ou moins 2 fois l'écart type, et 99% entre la moyenne plus ou moins 3 fois l'écart type. À partir de cet écart type, on va pouvoir calculer un intervalle de confiance qui dépend de l'écart type relatif, mais aussi du nombre de mesures et du coefficient qu'on appelle coefficient de Student, qui dépend lui-même du nombre de mesures et du degré de confiance. En gros, on est sûr de trouver l'ensemble de nos mesures à un degré de confiance voulu entre les bornes de cet intervalle de confiance. Donc, cette fidélité, elle va pouvoir être déterminée dans des conditions spécifiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces conditions, elles ne sont pas définies de la même façon suivant les normes, suivant les guides. Ce qu'il faut impérativement, c'est les définir au départ de chaque étude et de s'y tenir ensuite. Donc, les premières conditions, c'est ce qu'on appelle les conditions de répétabilité. Donc, la répétabilité, c'est quoi? C'est mesurer un même échantillon. C'est le même opérateur qui va faire les mesures dans les mêmes conditions, avec le même système de mesure, sur le même lieu. Et tout ça sur une courte période de temps. Ensuite, on peut passer sur des conditions qu'on appelle conditions de fidélité intermédiaire. Donc là, on a toujours la même procédure de mesure, le même lieu, mais on va passer sur une période de temps un peu plus étendue et on va pouvoir faire varier quelques paramètres, comme l'opérateur par exemple, etc. Et enfin, on va passer sur les conditions de reproductibilité. Donc là, on va réaliser les mesures sur des lieux différents, avec des opérateurs différents, des systèmes de mesure différents, sur une période de temps longue évidemment. Et cette reproductibilité, elle peut être intra-laboratoire, c'est-à-dire au sein d'un même lieu, ou sur plusieurs laboratoires. C'est ce qu'on appelle les essais interlaboratoires qui permettent aux laboratoires de classer leur performance vis-à-vis des autres laboratoires. Donc on voit bien, c'est un petit peu compliqué. Ce qui est important, c'est de toujours spécifier, quand on parle de reproductibilité, quels sont les paramètres qu'on laisse fixes et quels sont les paramètres que l'on fait varier.
fois que j'ai parlé de cette fidélité, il va falloir que je parle un petit peu de stabilité, puisqu'on veut vérifier que notre système, il est fidèle, mais aussi qu'il reste stable dans le temps. Pour cela, on va introduire un outil qui est un outil de surveillance, qui est ici une carte de contrôle. Donc ici, c'est une carte de contrôle très simple qui consiste à reporter des mesures faites en fonction du temps. Et ces mesures, si le système est stable, doivent être équitablement réparties de part et d'autre de la moyenne entre deux bornes qui doivent être spécifiées par l'opérateur. Donc ici, en haut, vous avez l'exemple d'un système qui est stable, avec un RSD qui a été estimé à 5% sur une journée. Et ensuite, si on passe à un système qui lui aussi a un RSD de 5% sur une journée, donc qui a une fidélité équivalente, on voit bien qu'en traçant les mesures en fonction du temps, il y a une dérive du signal. Donc le signal diminue au cours du temps. Donc ça va nous permettre d'enclencher des actions pour améliorer notre système et le rendre stable. Donc on a parlé de justesse et de fidélité. Évidemment, on peut avoir un système qui est fidèle et qui n'est pas juste, qui est juste mais qui n'est pas fidèle, et quand il est à la fois juste et à la fois fidèle, on va parler d'exactitude. Donc j'ai juste un exemple pour un petit peu ces paramètres justesse et fidélité. Donc ici on a l'exemple de 4 expérimentateurs qui vont effectuer 5 mesures chacun. Et pour ces 4 expérimentateurs, on va pouvoir déterminer paramètres justesse et fidélité. En traçant les mesures, les différentes mesures, on voit que pour l'expérimentateur numéro 1, les mesures sont réparties aléatoirement de part et d'autre de la moyenne, avec une faible dispersion, donc la mesure est fidèle, mais par contre, on est loin de la valeur cible, donc on a un problème de justesse. L'expérimentateur 2, lui, a réussi à effectuer des mesures de part et d'autre de la moyenne et de la valeur cible, donc on est bien juste. Par contre, la dispersion est très grande, donc il y a un problème de fidélité. Alors l'expérimentateur 3, il n'est pas très bon, puisque non seulement il n'arrive pas à atteindre une justesse suffisante, mais en plus la dispersion est très grande, donc il n'est ni juste ni fidèle. Et enfin l'expérimentateur 4, c'est meilleur, puisqu'il arrive à avoir à la fois des mesures réparties de part et d'autre de la moyenne, donc de la valeur cible, et en plus une faible dispersion, donc il est juste et fidèle. Il est donc exact. Donc voilà, donc là j'ai redéfini un petit peu les différents paramètres. Maintenant je vais passer à ce qu'on arrive à faire chez nous. Donc pour obtenir une bonne répétabilité, une bonne reproductibilité, donc les mots-clés c'est vraiment la maîtrise et le contrôle de l'ensemble du système. Et donc quand on arrive à déterminer toutes les sources de fluctuations, à tout contrôler, on va pouvoir développer une instrumentation fiable et maîtrisée pour notre analyse quantitative. Donc la preuve, en image, déjà pour avoir une bonne justesse, il faut avoir une bonne droite d'étalonnage. Donc ici vous avez l'exemple d'une droite d'étalonnage du ruthénium dans de faibles concentrations. Donc on obtient une bonne linéarité de la droite et en plus des parts d'erreur qui représentent ici l'intervalle de confiance très faible avec une bonne limite de détection. Comme ça, l'obtention de bonnes courbes d'étalonnage, ça va nous permettre d'obtenir une bonne justesse sur nos résultats. En ce qui concerne la fidélité, donc je vais commencer par un exemple de conditions de répétabilité sur une journée. Donc ici, une solution de cuivre aux alentours de 1000 ppm a été analysée plusieurs fois tout au long de la journée. Donc on voit que d'une part, il n'y a pas de dérive du signal, d'autre part que la stabilité du système est bonne puisque le RSD qui a été déterminé sur 2 fois l'écart type est de 6%. Si on prend un système ICP pour comparer, un système ICP de chez Jobin-Ligmont, le RSD estimé sur 2 fois l'écart type sur une journée, il est aussi égal à 6%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la HIPS peut tout à fait s'aligner sur ce type de technique. Ensuite, si on passe
sur des conditions de répétabilité sur une période de temps un peu plus longue, donc sur 5 jours non consécutifs, on voit bien d'une part qu'il n'y a pas de dérive de Schiers et que la stabilité est bonne, puisqu'on atteint au bout de 5 jours 8,6%. Maintenant, si on passe dans des conditions de fidélité intermédiaire, donc là, on a le même opérateur qui va réaliser deux analyses avec le même système d'analyse dans les mêmes conditions, mais sur une période de temps plus longue, puisqu'il y a 2 mois et demi d'écart entre la première analyse et la deuxième. On voit que sur l'analyse de traces de magnésium dans un échantillon, en faible quantité, puisqu'on est à 13 ppm, on arrive à avoir des résultats très très proches avec la bonne incertitude. Et si on passe en conditions de reproductibilité intra-laboratoire, donc là, on a carrément 2 opérateurs différents qui vont en faire la même chose sur 2 systèmes Mobilix différents, avec 9 mois d'écart entre la première et la deuxième analyse. Donc on voit que le résultat de la prédiction est très proche. Donc ça veut dire qu'on arrive sur un instrument donné à avoir une bonne répétabilité, mais en plus à reproduire des instruments avec des performances sensiblement similaires. Donc voilà, donc moi je vous ai parlé de confiance, donc le client il a confiance en son instrument d'analyse qui doit être fiable et de bonne qualité. Pour cela on a injecté des critères universels qui sont des critères de validation de méthode qu'on trouve dans les normes, dans les guides, etc. Et de cette façon, il veut assurer à ses clients que ces analyseurs libres sont performants, justes, fidèles et stables dans le temps. Et tout ça grâce à la maîtrise et au contrôle de l'instrumentation. Donc cette maîtrise et ce contrôle, c'est une partie assez complexe, il demande beaucoup de savoir-faire.